À partir de 1631, date du début de la construction du couvent des Capucins, ce dernier a une forme de quadrilatère, c'est-à-dire au nord les parties sacrées de la chapelle du Cœur des Pères et la sacristie, à l'ouest l'entrée de la chapelle, l'entrée du couvent, les parloirs et au premier étage les salles de classe, au sud le réfectoire et les cellules des Capucins, ainsi qu'à l'est également d'autres cellules pour les Capucins. Au début du XXe siècle, on passe à une phase d'agrandissement du volume étant donné le nombre de pères de plus en plus nombreux. Après le tremblement de terre de 1946, la phase sera essentiellement celle d'une consolidation pour réparer les sinistres. La période 1962-1968 est celle de Mirko Ravan, un architecte et designer vénitien. Ce dernier créa passablement de polémiques en rapport avec la difficulté qu'a eu la population et les politiques à accepter cet art moderne, mais également en relation avec d'importants dépassements budgétaires. L'artiste a voulu, tout en restant fidèle à la philosophie franciscaine, allier la pierre, c'est-à-dire le passé, au béton, c'est-à-dire le moderne, tout en conservant l'élément bois qui est propre au canton du Valais. Les artistes étant souvent en avance sur leur temps, il faudra bien 50, 60 ou même 100 années pour pouvoir juger avec un peu de recul une telle œuvre. C'est pourquoi j'ai demandé à M. Pierre Cagnat, architecte et expert fédéral pour la transformation de ce couvent, de bien vouloir m'accompagner afin de nous parler de la biographie de Mirko Ravan et également de cette réalisation architecturale. Ce bien a été classé bien culturel d'importance nationale, catégorie art moderne, au même titre que le sera l'église d'Hérémence. Ce sont les deux seuls monuments classés en Valais dans cette catégorie. L'architecte qui est intervenu dans le couvent des Capucins durant la période des années 60, 61, 68 s'appelle Mirko Ravan. Il est né en 1928 à Venise. Il a fait ses études en Italie également, puis il s'est dirigé vers la France et vers Paris, où il a travaillé notamment avec Le Corbusier et principalement avec Jean Prouvé, et notamment sur les habitations pour l'abbé Pierre et les compagnons d'Emmaüs. C'est certainement la raison qui a fait que cette rencontre tout à fait mystérieuse entre un maître de l'ouvrage qui était le père Damien Magnorat et Mirko Ravan s'est effectuée, le père Damien étant très très ouvert aux arts contemporains et voulait même mandater directement l'architecte Le Corbusier pour intervenir à Sion. Et Mirko Ravan a eu l'occasion de rencontrer le père Damien et de pouvoir initier ce projet tout à fait remarquable. Ce qui est intéressant et un peu triste également, c'est que Mirko Ravan s'est établi à Sion, donc pour faire ce couvent. Il a fait beaucoup de projets, une cinquantaine, aucun autre projet ne s'est réalisé en Valais. Ensuite, il a eu une opportunité de construire en Espagne, aussi une intervention de transformation du même type que le couvent des Capucins. Et cette dernière intervention s'est faite sur une toiture, un rehaussement d'un bâtiment à Milan. Et il est mort décédé en 1990. Suite à son décès, donc, les archives ont été collectionnées aux archives de la construction moderne à Lausanne, à la PFL, et puis le bâtiment a été classé d'importance nationale à la fin des années 90 pour bénéficier d'une attention particulière, puisque on dit, enfin un historien d'architecture connu, Stanislas von Moos, a écrit que le bâtiment des Capucins était une des meilleures, si ce n'est la meilleure intervention des années 60 dans ce principe d'intervention dans un bâtiment ancien et historique. Au fond, au même titre que l'église d'Hérémence. Et au même titre que l'église d'Hérémence qui a été faite par Föderer, aussi un peu plus tardivement, au début des années 70. Alors, nous sommes ici devant l'entrée du réfectoire principal, et ici se trouve le petit vestiaire d'entrée.
avec un élément qui est un élément qui permet d'accrocher les bures des capucins et 2 tubes qui sont là pour les cannes des parapluies. C'est un objet très intéressant et c'est là qu'on voit déjà le nombre de capucins qui étaient à l'époque, à peu près une cinquantaine. Donc nous sommes ici dans le réfectoire qui a la particularité de se trouver dans la partie ancienne du couvent des Capucins. Et l'intervention de Ravanne a consisté à introduire des renforts en béton, on verra tout à l'heure, et surtout à construire une nouvelle dalle qui est au-dessus, qui couvre l'ensemble du plafond de ce réfectoire, mais qui a la particularité d'être suspendue. Et donc de libérer de toute contrainte les poutres en bois, les grosses poutres qui ont été conservées, avec une particularité également, c'est que ces poutres sont décollées de la partie béton pour montrer qu'elles ne portent plus. Alors on porte une attention particulière maintenant sur le mur nord du réfectoire et on peut voir aisément l'alternance qu'a voulu Ravanne entre l'intervention en béton brut et la redécouverte des anciens murs qui ont été décrépits et qui donnent un contraste, mais une belle minéralité et de beaux contrastes entre le béton lisse, plus ou moins lisse, et le mur rugueux. Voilà, nous sommes ici sur la face sud du réfectoire avec une autre alternance. On a vu tout à l'heure béton et pierre. Et ici, on a la pierre et on a également une partie qui est crépie lisse et légèrement teintée et qui assure aussi l'encadrement et donc la luminosité des fenêtres pour le réfectoire. Sur la face ouest, on découvre une sculpture de la Sainte Seine, œuvre qui se trouvait au-dessus de l'autel de la chapelle avant sa précédente restauration. Donc Mirko Ravanne a travaillé avec beaucoup d'artistes. Ici nous avons le lave-main de Azuma, qui est un artiste japonais qui vit actuellement encore en Italie, à Milan. Et en parallèle à ce lave-main, un élément intéressant qu'on va retrouver aussi dans la sacristie, c'est-à-dire un élément amovible qui permet de cacher les linges qui sont évidemment à proximité du lave-main. Nous sommes ici sur la face nord, toujours du même réfectoire, dont le mur sépare le réfectoire de la cuisine, avec ici le passe-plat et un élément coulissant qui permet évidemment d'ouvrir et de fermer en fonction de l'occupation de la cuisine, accompagné de très très beaux belles armoires. Et là on peut remarquer aussi le travail très fin de Mirko Ravanne qui s'est toujours allié le béton et le bois comme 2 seuls matériaux avec au sol des clinkers qu'on retrouve partout, dans tous les niveaux. Donc Mirko Ravanne était non seulement un architecte mais designer et il a dessiné absolument tous les meubles qu'il devait dessiner, dont cet élément de service pour le réfectoire qui contient de part et d'autre les assiettes et au milieu les 3 services, couteau, fourchette et cuillère qui s'ouvrent et se ferment de cette manière. Et évidemment l'ensemble est sur roulette. En marge de cette visite, il peut être intéressant de montrer quelques vues de ce réfectoire avant le passage de Ravanne. Le bois dominait largement avec un parquet et des murs couverts de lames en bois. Les tableaux des évêques et ceux de la vie de saint François ont disparu et sont actuellement dans 2 corridors de l'espace qu'occupent les Capucins. Nous sommes ici dans le cloître. Le cloître est initialement, dans le premier couvent, c'était l'endroit du déambulatoire pour les Capucins. Et la partie initiale du couvent consistait à avoir une aile à l'ouest, une aile au sud et une aile au nord qui enserrait ce patio et le tout évidemment tourné vers l'église qui était l'élément principal conventuel. Ensuite, quand Mirko Ravanne a dû agrandir le bâtiment, c'était une nécessité dans les années 60, il est intervenu un peu partout
notamment sur l'aile sud où il a conservé les 2 premiers niveaux, il a construit au-dessus, et surtout il a reconstruit une nouvelle aile à l'est, qui est une aile que nous allons voir tout à l'heure, qui était sur pilotis. Ici nous avons l'aile est. Donc nous voyons ici la partie qui est en pierre naturelle, qui constitue effectivement la partie initiale du couvent du 7e siècle, et puis elle est surmontée d'un élément béton avec une toiture inversée qui abrite la bibliothèque et qui relie en fait l'aile sud à l'aile, la petite intervention au nord. Bon, le bâtiment crépi et teinté est un résidu de la partie ancienne du couvent qui est voulu être conservé par Mirko Ravan et qui est dans son jus complètement avec les volets, etc. Alors qu'on constate que partout ailleurs, les volets ont disparu. Alors la fontaine, donc évidemment qu'il n'y a pas de couvent sans eau. Et comme le couvent des Capucins était situé à l'extérieur de la ville, qui avait ses propres murailles, mais pas trop loin de la ville selon les préceptes de Saint François, ni trop près ni trop loin, il fallait pouvoir assumer une certaine autonomie, donc s'installer à un endroit où il y a de l'eau. Donc on trouve là un bassin, un puits, à l'intérieur du cloître. Et puis Mirko Ravan, assisté de Ángel Duarte, sculpteur espagnol, et Azuma, sculpteur et artiste japonais, ont réalisé et dessiné cette fontaine qui a été remise à l'eau récemment. Je pars faire ma course parce que c'est nécessaire pour la santé, vous savez. Si je veux arriver à 100 ans, il faut que je marche. Donc nous sommes ici en vue de la façade sud du couvent où en fait se trouvent les clés de l'intervention de Ravan avec la partie inférieure sur 2 niveaux qui correspond à la partie ancienne qui avait été surélevée au début du XXe siècle et redémolie par Ravan pour faire une rasée, et au-dessus 2 étages en béton armé avec, comme nous l'avons vu pour le réfectoire, la dalle suspendue qui supporte le plancher du premier étage. La particularité également consiste à trouver la liaison entre le béton qui se trouve en haut, et ce sont une des façades préfabriquées et suspendues, très courant dans les années 60 comme intervention, et on trouve les tablettes de fenêtres de la partie inférieure qui sont également en béton et qui réussissent à faire la liaison et l'unité d'intervention entre une partie ancienne et une partie contemporaine. Alors, la partie entièrement en béton du côté est démontre sur sa face sud la nouvelle intervention de Ravan, c'est-à-dire une aile complète que nous allons découvrir de l'autre côté. Et puis on peut remarquer également l'apparition en toiture d'une attique qui est très intéressante, qui est constituée d'éléments en bois et qui est une toiture plissée qui est tout à fait intéressante en termes de structure, également en termes d'intégration pour la ville de Sion. Donc nous sommes devant la nouvelle aile dessinée par Mirko Ravan, l'aile Est, qui avait la particularité de se poser sur pilotis avec des bassins qui recevaient l'eau, qui après parcouraient les jardins utilitaires propres à un couvent. Au-dessus des étages, également constitués en façade d'éléments préfabriqués et suspendus. Malheureusement, dans les années 90, l'idée des pilotis a été perdue puisque la fondation MRA et une transformation que personnellement je trouve malheureuse a fait que cette partie-là a été complètement vitrée. Et une autre particularité qui n'existe plus, on voit sur la partie basse un autre déambulatoire qui était entre l'intérieur et l'extérieur et qui complétait le préau du couvent. Et celui-là a été détruit également, sauf une petite partie résiduelle. Donc nous sommes ici sur la façade nord du couvent. 2 éléments remarquables et intéressants de l'intervention de Mirko Ravan. Le premier, c'est l'intervention pour la nouvelle sacristie, qui a été formulée de manière extrêmement dynamique et triangulaire, assez agressive, et la partie sommitale de l'église,
avec un couronnement en béton et surtout un clocher très élégant recouvert de pavillons. Et ça, c'est aussi le rapport Ravane a entretenu avec l'architecture vernaculaire valaisanne, où on recherche aussi à s'appuyer sur une certaine tradition constructive. Donc nous sommes devant l'entrée du petit cimetière qui est réservé au père du couvent. Particularité entièrement dessinée par Ravane avec un portail nord en béton armé, mais amovible qui peut se fermer, s'ouvrir et se fermer, donc comme une porte, et le portail sud qui lui avait la même fonction, mais dans les années 80, une croix a été rajoutée et empêche maintenant le mouvement de ce portail. Avant la rénovation de Ravane, on y trouvait un Christ en bois qui a été placé bien à l'abri dans le cloître. Les frères capucins sont tous enterrés dans ce cimetière privé, entre la première porte, passage de la vie à la mort, et la seconde, symbolisant la résurrection. Nous abordons maintenant la dernière façade, celle de l'ouest, qui longe la route de Savièse et est surtout bien visible depuis l'ancien cimetière de Sion. Sur la gauche se trouve la chapelle, coiffée par son clocher, qui se situe au-dessus du chœur des pères. Sur la droite, la partie inférieure avec sa façade en pierre appartient à l'ancien couvent, tandis que les parties en béton sont celles de l'intervention Ravane. Nous retournons à nouveau à l'intérieur du bâtiment pour visiter la partie sacrée et pour commencer le chœur des pères. Nous sommes dans le chœur des pères avec une particularité. Première, c'est la séparation du chœur avec l'église et avec une paroi qui est une paroi coulissante en béton armé et qui permet d'ouvrir ou de fermer, donc d'intimiser le chœur par rapport à la nef où les fidèles se réunissent. Vue depuis la chapelle en direction du chœur des pères avec la porte ouverte. Alors nous sommes ici dans le chœur des pères, également entièrement refait depuis le premier arc jusqu'au fond par Ravane, avec un vitrail de Bourri, qui était un des initiateurs de l'arte povera et qui travaille avec les morceaux de plastique qui ont été brûlés et qui font une œuvre tout à fait magistrale. Les stalles ont également été entièrement dessinées à échelle 1-1 par Ravane et constituent l'ensemble du mobilier de ce chœur des pères. Nous sommes dans la sacristie. La sacristie a été entièrement refaite et dessinée par Ravane, avec en particularité une exposition nord qui permet de recevoir des tableaux ou plutôt des peintures sur toile de Tapiès, qui les a envoyés par courrier et Ravane s'est chargé de les positionner dans la sacristie. Ça c'est une chose. Et l'autre élément consiste à avoir ces murs magnifiquement colorés en bleu et qui rappelle en fait l'origine de l'architecte vénitien Mirko Ravane. Nous sommes ici dans le chœur de l'église et on voit très bien en surprofondeur le chœur des pères et au-dessus une fresque de Severini, qui est un artiste italien très très important et qui est venu en Valais pour se faire soigner et il a eu l'occasion de faire cette fresque dans les années 40. Jacques Le Chevalier, spécialiste de l'éclairage et de l'art du vitrail monumental, a réalisé plusieurs vitraux en Valais, dont ceux de cette chapelle. Les dernières rénovations datent de la fin des années 1940, soit après le tremblement de terre de 1946. Voici encore quelques vues de la partie privative du couvent, soit l'emplacement des cellules des pères et le corridor comportant les tableaux des anciens évêques du diocèse, dont le cardinal Mathieu Schinner, Walter Super Saxo, puis Adrien de Riedmaten.
Les fenêtres de ce corridor donnent sur la partie nord du complexe, la chapelle, le chœur des pères, le cadran solaire. Le nombre de capucins étant en chute libre depuis les années 1980, le bâtiment est affecté alors en partie à la Fondation Emera, qui s'occupe d'handicapés mentaux, et en 2014, les cellules des pères sont transformées et agrandies. On en prend 2 pour faire une. À cette occasion, il a été décidé de conserver une cellule témoin comme document patrimonial. Les nouvelles cellules se présentent en 2 parties. La partie jour avec un hall d'entrée et une armoire, suivie d'un séjour avec salon et bureau. La partie nuit avec une chambre à coucher, lit et table de nuit, suivie d'une salle de bain avec baignoire, WC et lavabo. L'ordre des Capucins quêtait auprès des fidèles, mais devait aussi tendre vers l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi la partie sud du terrain est consacrée à l'agriculture, soit des jardins potagers, des arbres fruitiers et de la vigne. Sur la petite colline au sud-ouest, un lieu de méditation avec vue sur la ville, les châteaux et les Alpes.